Ok. Merci de m'avoir accueilli. Bonjour à tous et à toutes. Je commence avec un petit mot en ukrainien. Я почну українську мову з того, що вибачте за те, що немає українського перекладу. Поясню, хто я такий трохи. Я докторант, вже ні, я недавно захистив дисертацію в Парижі, соціолог, який цікавиться, мене звуть Денис Горбач, і цікавлюся політикою робітничого класу в Україні. Написав свою дисертацію про робітників у місті Кривий Ріг, яке є моїм рідним містом. І зараз тут говоритиму я насамперед про українську ліву, про українських, про те, що вона з себе являє, українські ліві організації і активісти, і як виглядає українське суспільство і нинішня війна з їхньої точки зору, чим займаються мої товариші зараз в Києві та інших містах. Alors, cela dit, je dois aussi m'excuser auprès du public francophone parce que vous allez quand même subir une torture linguistique de ma part. Vous n'avez pas de choix. Alors, je suis comme je viens de dire en ukrainien, je suis un doctorant, je suis un jeune docteur désormais de l'origine ukrainienne qui a soutenu une thèse à Paris qui portait sur la politique de la classe ouvrière ukrainienne. Donc je m'intéresse surtout du rapport des ouvriers et ouvrières ukrainiens aux politiques, au domaine du politique, etc. Mais en outre, je suis un ancien militant de gauche moi-même et je veux parler de ce qu'est la gauche en Ukraine, comment elle évolue au fil du temps et à quoi ressemble la société ukrainienne et la guerre en Ukraine actuelle du point de vue de la gauche, du point de vue des socialistes, anarchistes, etc. Et vous me dites s'il reste 5 minutes. Voilà. La première chose à dire, c'est que la gauche en Ukraine, comme toute la société ukrainienne, est structurée par l'expérience soviétique, ce qui distingue très nettement toute l'expérience politique entre l'Ukraine ou la Russie d'un côté et la Belgique ou les autres pays occidentaux de l'autre côté. Parce que, vu cette expérience qui est contradictoire, c'est cette époque qui avait des choses bien, mais aussi des choses de mal, cela laisse ses empreintes. Et finalement, on ne peut pas être de gauche de la même manière, de la même façon qu'en Belgique. Donc d'abord, au début de l'histoire de l'Ukraine indépendante, on avait un groupe déjà de partis post-staliniens, surtout le PC, le Parti communiste ukrainien, recréé, refondé en 1993. Et après, très vite, on a assisté à une émergence d'une poignée d'autres partis, comme le Parti socialiste progressiste, qui a ascendé du Parti socialiste, etc. Donc tous ces partis se sont présentés comme des gardiens du patrimoine soviétique pris en gros. Les côtés mauvais aussi, et les côtés progressistes étaient pour eux tous à garder, à recréer, etc. Donc c'est ce désir de rétablir l'URSS complètement définissait la gauche aux années 90. L'agenda politique de ces partis était justement double, parce que d'un côté c'était le programme social-démocratique pour garder ou pour recréer les politiques de l'État social, pour augmenter ou
du moins prévenir la chute des pensions et des salaires, etc. Mais l'autre partie, la seconde partie de leur programme, c'était côté pro-russe, soi-disant. Parce que l'URSS, ce n'était pas que les politiques économiques, mais ce sont aussi des politiques internationalistes qui avaient la Russie, qui avaient Moscou pour leur centre de gravité principal. Progressivement, quand même, ce côté redistributif a perdu son caractère unique sur la scène politique ukrainienne parce que à partir de 2004, donc de la date de la révolution orange, tous les partis de tout le spectre politique ukrainien avaient repris ces exigences, disons, social-démocratiques ou populistes de gauche, etc. Populistes économiques, pas de gauche, mais économiques. Donc il n'y avait plus de distinction entre les post-staliniens ukrainiens institutionnalisés et les nationalistes, les moins nationalistes, les libéraux. Tous étaient contre l'augmentation des prix, pour l'augmentation des salaires, etc. Ce qui a poussé ces partis de se réorienter plutôt vers l'agenda culturaliste, de participer dans le lancement des guerres culturelles centrées autour du clivage croissant entre la politique, entre l'identité nouvelle ukrainienne ethnique pro-européenne, plutôt libérale, libéro-nationaliste d'un côté, et de l'autre côté l'identité, disons, slave orientale, qui était penchée sur la préservation des liens avec la Russie, sur la protection de la langue russe et la protection des droits de l'orthodoxie, de l'Église orthodoxe russe aussi. Bon, donc c'était déjà assez loin de ce qui est de gauche, j'imagine, en Belgique. Hein. Et surtout, ces partis sont devenus des partenaires minoritaires des forces oligarchiques normaux, des forces mainstream. Cela dit, le PCU, surtout le Parti communiste, était un rare parti avec une base militante, c'est vrai, mais cette base militante était composée surtout des retraités, d'où l'accent croissant sur les politiques conservatrices dans le domaine culturel. Alors, à partir des années 2000, on voit la réaction à cette dégénération de la gauche traditionnelle, parce qu'on voit l'émergence de la soi-disant nouvelle gauche. Ce sont des gens plutôt jeunes qui se définissent comme les gauches anti-système ou anti-gauche systémique, hein, anti-PCU, qui se dirigent contre le capitalisme, etc. Ils se prononcent contre tout ce qui est de droite, mais aussi contre la gauche traditionnelle. Et c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Ce milieu consistait de, je dirais, trois parties principales. La tradition anarchiste était très puissante, peut-être plus puissante qu'ici, parce que les anarchistes sont des anti-soviétiques certifiés. Hein. Le milieu anarchiste était constitué surtout du syndicat qui s'appelle Action Directe, et qui a montré, le syndicat étudiant, qui a montré des succès assez impressionnants au milieu des années 2010. Il y avait plusieurs générations, bon, il y a ça. Autrement, il y avait le pôle marxiste, les marxistes auto-identifiés, qui se sont réunis dans une organisation qui s'appelait Organisation des marxistes, donc sans fantaisie. C'était un projet d'unifier les staliniens et les trotskistes au milieu des années 2000. Vers 2011, ce projet a échoué, a scindé, hein, justement, de proto-partis,
le proto-parti stalinien c'était Borodpa, la lutte. L'autre, les trotskistes, se sont appelés aussi sans aucune fantaisie l'opposition de gauche. Cela dure, ces trois centres perdurent jusqu'au Euromaïdan, donc 2014, qui scinde le milieu de gauche jusque-là quand même un peu unifié. À partir de Euromaïdan, il n'y a plus de discussion, il n'y a plus de terrain commun entre ces groupes divers. Parce que Borodpa, les staliniens, les post-staliniens soutiennent les séparatistes russes. Finalement, ils cessent toute activité en Ukraine, pour dire. Donc c'est fini avec ça. L'opposition de gauche se refonde en tant que SR, social network, le mouvement social, devient un peu plus patriotique, parce que normalement toute la gauche anti-système, toute la gauche nouvelle en Ukraine était traditionnellement très antinationaliste et très anticapitaliste par rapport à la gauche traditionnelle en France, par exemple. Parce qu'en France, c'est pas donné d'être en fait révolutionnaire. On peut être de gauche et modéré. En Ukraine, c'était beaucoup plus radicalisé. Le mouvement social se déplace un peu vers centre, mais pas loin quand même. Les anarchistes condamnent eux aussi la Russie, les actions de la Russie en gros, mais gardent des positions variées à propos du militarisme quand même. Parce qu'il y a un groupe, il y a un milieu anarchiste qui se concentre autour d'un site web surtout, qui s'appelle Nihilist, qui se déplace vers plutôt la politique du centre radical. Donc c'est un libéralisme militant, mais pas beaucoup, et patriotisme, donc résistance à la Russie, mais pas beaucoup de politique de classe. Les autres anarchistes se penchent surtout vers la lutte socio-économique. Bon, toute la société ukrainienne reste à ce moment-là très démobilisée, très dépolitisée. Je crois que c'est important de mentionner parce que l'action la plus réussie, la démonstration, la manif la plus réussie sur toute l'histoire post-soviétique à Kiev, c'était une marche organisée par l'Action directe qui a mobilisé 20 000 gens. Donc c'était extraordinaire. Normalement, organiser une manif pour le 1er mai avec 500 participants, c'était aussi un gros succès. Donc voilà, il faut prendre en compte cette différence entre l'Ukraine et l'Europe occidentale en termes de mobilisation générale. Donc la gauche est faible, oui, mais les autres partis, les autres coins politiques, eux aussi sont quasiment aussi faibles que la gauche, que les gauchistes. Bon, on arrive en 2022, on arrive à cette invasion russe qui, elle, ne provoque aucun débat au sein de la gauche. Parce que si l'Euromaïdan et la guerre qui l'a suivi en 2014 a provoqué plein de discussions, plein de scissions, etc. En 2022, finalement, tout le milieu des anarchistes aux socialistes, social-démocrates, du mouvement social, prennent une position assez unanime concernant l'invasion. Ils se mobilisent en tant que volontaires au sein de l'armée ou de la défense territoriale, soit ils s'engagent en tant que bénévoles dans le domaine de logistique, donc pour aider aux forces armées et ou aux réfugiés, donc pour aider à déplacer les réfugiés direction ouest et déplacer l'aide humanitaire direction est.
Franchement, ça m'a beaucoup étonné parce que moi, je ne m'attendais pas à cette unanimité. Et voilà, en même temps, la lutte aussi continue contre les politiques néolibérales qui perdurent malgré l'effort de la guerre. Parce qu'il y a une poignée de lois néolibérales qui sont actuellement en Parlement. Et donc, ça ressemble un peu à la doctrine de choc de Naomi Klein, parce que dès qu'il y a une crise majeure politique et sociale, c'est le bon moment pour les néolibéraux de pousser leur agenda pour changer par exemple le code du travail, pour apporter d'autres changements dans les régulations du travail aussi, pour geler les pensions, etc. Donc il y a tout un tas de tâches liées à cela qui sont aussi sur l'agenda de mes camarades ukrainiens. Donc cette lutte est menée ensemble avec des syndicats qui eux aussi sont très faibles, très minoritaires, des syndicats militants, mais quand même ça existe aussi. Actuellement, il y a par exemple une pétition lancée, il n'y a pas que des pétitions, mais il y a y compris une pétition lancée pour virer la chef du comité parlementaire chargé de la politique sociale, Halina Tretiakova, qui est derrière la plupart de ces initiatives actuelles qui mettent en danger la classe ouvrière ukrainienne, cette même classe qui se bat actuellement contre les envahisseurs. Bon, finalement, il y avait une demande de parler de la gauche occidentale, comment elle est vue depuis l'Ukraine, comment elle est vue par les yeux de la gauche ukrainienne. Bon, je ne veux pas vous cacher que il y a un grand désespérement par rapport au pacifisme un peu déplacé, à mon avis, à l'avis de mes camarades, qui se manifeste dans les appels. En ce moment, il y a la tonalité, je dirais, la tonalité dominante des prononcements de la gauche occidentale concernant l'Ukraine. Ce sont des appels à se rendre, l'appel à ce que l'Ukraine se rende à la Russie pour ne pas faire couler le sang, et aussi pour ne pas mettre les pays riches en position peu confortable. Donc, par exemple, la CGT française a publié une déclaration où ils sont très fâchés contre l'inflation qui est au niveau imprécédent de 4%. Bon, pour moi, en tant qu'Ukrainien, c'est risible vraiment, parce que moi, j'ai vécu l'inflation de 1000 quelque chose, donc de 4 chiffres au début des années 90. Donc, on n'a pas la même expérience incorporée. Du coup, voilà, s'il y a une chose que mes camarades voudraient exiger, c'est de la solidarité, c'est justement de l'esprit plus internationaliste, moins social-démocratique, moins nationaliste, qui, à leur avis, devrait consister en soutien de la résistance ukrainienne, de l'effort de guerre ukrainien. Parce qu'il faut aider l'Ukraine en tant que telle à gagner, pour qu'il soit une perspective progressiste, une perspective pour la gauche sur ce territoire. Donc il ne s'agit pas de la défense des frontières nationales, de la souveraineté nationale en tant que telle. Moi, venant de la tradition anarchiste, anti-nationaliste
c'était dur pour moi d'intérioriser cette position qui peut être interprétée comme patriotique, mais même moi je vous dis que, objectivement, du point de vue de la politique progressiste, il n'y a pas d'équivalence entre les deux côtés. On voit la société qui sera installée, l'ordre social qui sera installé dans le cadre de la victoire russe en Ukraine. On peut le voir en regardant vers la Biélorussie après 2021, donc après le soulèvement qui a été écrasé grâce à la Russie. On peut le voir aussi dans les soi-disant républiques séparatistes. Donc il ne s'agit plus de concessions, par exemple, socio-économiques, il s'agit bien sûr plus des possibilités de la lutte démocratique, de l'organisation par le bas, etc. Donc l'Ukraine a et surtout aura plein de problèmes sociaux et économiques et politiques si jamais elle ne sera pas complètement écrasée dans le cadre de cette guerre. Mais honnêtement, la seule possibilité de voir quelque chose de progressiste, quelque chose de bon dans ce coin du monde sera liée à la victoire de l'Ukraine pour les Ukrainiens en Ukraine et à la défaite de la Russie selon mes camarades russes, donc avec lesquels nous en fait partageons cette position. Ok, 1 minute encore pour finir en ukrainien. Я сподіваюся, що більш-менш загальний сенс змогли передати. Сподіваюся, що це було більш не цікаво, тому що дійсно ліва політика це не така справа, яка на слуху в Україні навіть серед українців. Тобто сподіваюся, що навіть вам це було більш-менш конструктивно, більш-менш цікаво. І дякую, що ви прийшли. І від мене конкретно до публіки української теж заклик такий, що є велика проблема серед українців, які або давно живуть в Європі, або біженці нещодавні. Є дуже велика проблема браку комунікації між українським населенням і лівими ініціативами, тому що є ця традиційна інерція, що це щось підозріле, комуністи, соціалісти, це щось таке странне. Я сподіваюся, що цей захід, як і багато інших, які проводяться, трохи розвіє цю недовіру, тому що мені здається, що це добра ідея єднати зусилля з цими прогресивними силами. Дякую. Je vous remercie.